Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne philosophique. Voilà une nouvelle vidéo euh, qui est d'actualité. En ce moment, je fais des vidéos qui concernent beaucoup l'actualité. Alors, est-ce un hasard? Est-ce une intuition? Peu importe, le résultat est la vidéo. Alors, avant de commencer, vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo ainsi que les autres vidéos, euh, activer les notifications afin de faire développer cette chaîne qui a un peu plus d'un an. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors Machiavel, le fameux Machiavel, donc le prince, le tyran ou la souveraineté. Alors avant de commencer donc d'introduire donc Machiavel, en l'occurrence sa biographie, en fin de vidéo, il y a une bonne douzaine de citations, donc si vous souhaitez regarder jusqu'au bout, je vais dire prononcer certaines citations et maximes de Nicolas Machiavel. Il a d'ailleurs le même prénom que moi, ou c'est plutôt moi qui ai le même prénom que lui. Alors, un petit peu de sérieux. Donc, alors, Machiavel reste un homme difficile à classer. Donc, diplomate, historien, dramaturge, philosophe, peut-être le penseur le plus cynique de son temps. Et néanmoins patriote, se brûlant d'un noble idéal. Alors, c'est un homme qui échoua dans tout ce qu'il entreprit, mais laissa dans l'histoire une empreinte plus profonde que presque tout autre personnage de son temps. Alors, il naît à Florence en 1469, fils de Bernard Machiavel, homme de loi. Donc Nicolas, le jeune garçon, reçut une instruction ordinaire. Il apprit à lire couramment le latin. Néanmoins, il ne connaissait pas le grec. Il prit goût surtout à l'histoire romaine et s'enthousiasma pour Tite-Live et trouva dans l'histoire de Rome une analogie à presque toutes les institutions politiques et tous les événements de son temps. Alors, l'unique intérêt qu'il absorba était la politique, la technique de l'influence, le jeu d'échecs du pouvoir. Donc, en 1498, alors âgé de 29 ans, il fut nommé secrétaire des Dieci della Guerra, donc le conseil des 10 pour la guerre, et demeura à ce poste pendant 14 ans. Alors, que pouvons-nous dire sur le philosophe? Alors, si on examine la philosophie machiavélique avec autant d'impartialité que possible, nulle part ailleurs nous trouverons autant de pensées indépendantes et intrépides, autant en éthique comme en politique. Nicolas Machiavel avait raison de revendiquer avoir ouvert de nouvelles voies à travers des contrées relativement peu connues. C'est presque exclusivement une philosophie politique. Il n'y a ici ni métaphysique, ni théologie, ni théisme, ni athéisme, ni discussion de déterminisme ou de libre arbitre. Et l'éthique elle-même est bientôt repoussée comme étant subordonnée à la politique et pratiquement un instrument de celle-ci. Alors Machiavel conçoit la politique comme l'art élevé de créer, de capturer, de protéger et de renforcer un État. Il désire savoir pourquoi les États s'élèvent puis tombent et comment ils peuvent être organisés de façon à reculer aussi longtemps que possible leur décadence inévitable. Il pense qu'une philosophie de l'histoire, une science du gouvernement sont possibles parce que la nature humaine ne change jamais. Et je le cite, alors il disait, les hommes sages disent non sans raison que quiconque désire prévoir l'avenir doit consulter le passé. Car les événements humains ressemblent toujours à ceux des époques précédentes. Cela provient du fait qu'ils sont produits par des hommes qui ont été et seront toujours animés des mêmes passions. En conséquence, ils doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Je crois que le monde a toujours été le même et a toujours renfermé autant de bien que de mal, quoique distribué diversement parmi les nations de l'époque. À méditer. Alors, les philosophes ont été entièrement unanimes à condamner le prince et les hommes d'État à mettre ses préceptes en pratique. Donc, au lendemain de sa publication en 1532, 1000 livres s'élevèrent contre lui, mais Charles Quint l'étudia avec soin, Catherine de Médicis l'emporta en France, Henri III et Henri IV de France l'avaient auprès d'eux au moment de leur mort, Richelieu l'admirait, Guillaume d'Orange le conservait sous son oreiller comme pour le mémoriser par osmose, et par contre Frédéric le Grand de Prusse écrivit un anti-Machiavel comme prélude au détrônement du prince. Alors, philosophe politique de première importance, il est l'un des fondateurs de la politique moderne et ses écrits inspireront plusieurs grands théoriciens de l'État, notamment Jean Bodin,
Thomas Hobbes, donc, qui a écrit le Léviathan, John Locke, donc c'est des philosophes empiristes, ainsi qu'un renouveau d'intérêt pour la notion de conscription très prégnante durant la République romaine. Sa volonté de séparer la politique de la morale et de la religion marque également profondément la philosophie politique. C'est sur ce point d'ailleurs que les interprétations de la pensée de Machiavel diffèrent le plus. Pour Léo Strauss, la rupture entre politique et morale trace la frontière entre la philosophie politique classique et la philosophie politique moderne, laquelle prendra son essor lorsque Thomas Hobbes adoucira la radicalité machiavélienne. Strauss s'inscrit à la suite du huguenot innocent Gentillet, donc qui était en opposition avec Machiavel, et voit Machiavel comme un enseignant du mal. C'est tout le thème du machiavélisme, vu comme volonté de tromper, leçon de cynisme et d'immoralisme. Pour d'autres, tels Benedetto Croce, Machiavel est un réaliste qui distingue faits politiques et valeurs morales, et pour qui, selon la distinction proposée par Max Weber qui était sociologue, toute action politique met les hommes d'État face à un conflit entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction, encore d'actualité. C'est également dans cette optique que Machiavel est vu comme un précurseur de Francis Bacon, de l'empirisme et de la science basée sur des faits, donc sur l'empire, sur l'expérience personnelle, d'où la notion d'empirisme. Alors, qu'en est-il de l'œuvre? Alors, Le Prince ou Il Principe, donc traduit de l'italien, est un chef-d'œuvre bref et fulgurant. Il a été écrit très vite dans les derniers mois de l'année 1513. Ce livre, ou devrais-je dire ce traité politique, auquel bientôt tous ceux qui traitent de politique seront obligés de se référer pour l'approuver, pour le condamner, pour tout au moins le discuter, n'est pas l'œuvre d'un théoricien, mais d'un haut fonctionnaire qu'une crise politique vient de réduire à l'inaction, et qui est illuminé par la défaite, s'efforce en prenant la plume de reprendre et d'amplifier l'action qu'il a avec un zèle inlassable mené au service de la République de Florence. Donc là, si on repositionne sur l'histoire, on est au début de la Renaissance à peu près. Parce que la Renaissance, c'est la Renaissance italienne, c'est celle qui est apparue fin du XVe siècle. Après, on suivi les autres Renaissances françaises, anglaises, etc., etc. Machiavel s'inspire dans cette œuvre d'une république qui a réussi de façon plus éclatante que toute autre république, et même que tout autre régime. Vers l'histoire de la République romaine, sous la forme de réflexion sur les 10 premiers livres de Tite-Live, il scrute les institutions qui ont fait la force de ce régime et s'efforce d'apercevoir les mécanismes par où elles ont procuré la durée et la grandeur de Rome. Il examine aussi les actions des grands hommes et les avantages qu'apportaient à la cité les mœurs et les croyances des citoyens. Pour être lapidaire, ce qu'il entreprend, c'est une manière de cours de politique à l'usage de futurs dirigeants républicains. N'oublions pas que république, c'est des republica en latin, qui veut dire de la chose publique. Alors, l'œuvre, elle est composée donc de 26 chapitres. La structure du Prince est indiquée par l'auteur lui-même. Après un chapitre de quelques lignes, il énonce les différentes sortes de monarchies. Il dit qu'il va examiner comment chacune d'elles peut être gouvernée et conservée. Puis, au commencement de la seconde partie, il précisera qu'il vient de montrer comment on peut les acquérir et les garder. Cette première partie composée de 10 chapitres, donc le chapitre 2 à 11, donc il y a 26 chapitres en tout. Puis en tête du chapitre 12, Machiavel annonce qu'il va traiter des questions militaires, jusqu'au chapitre 14, où il est dit essentiellement qu'il faut aux mercenaires substituer des armées nationales et se préparer à la guerre dès le temps de paix. Enfin, la troisième partie, Machiavel veut voir quelles doivent être les façons et le gouvernement du prince avec ses sujets et avec ses amis. Et pour finir, les 3 derniers chapitres forment une conclusion articulée en 3 points. Alors, si les princes italiens ont perdu leurs états, c'est qu'ils n'ont rien fait de ce qu'il fallait faire. Qu'on ne dise pas qu'ils avaient affaire à trop forte partie, puis s'ils sont pris à temps, il y avait toujours quelque chose à faire. Enfin, les dernières pages donnent la solution. Donc, il revendique et il dit il faut unifier l'Italie, il faut unifier l'Italie. C'est le leitmotiv. Parce que l'ouvrage ne donnait pas de conseils moraux aux princes comme les traités classiques adressés à des rois,
et au contraire, il conseille dans certains cas des actions contraires aux bonnes mœurs, il avait été souvent accusé d'immoralisme, donnant lieu à l'épithète machiavélique. Alors Machiavel va dénombrer les monarchies qui existent et qui ont existé, qu'elles soient héréditaires ou nouvelles, des monarchies mixtes aussi, il appelait ça. Dans ce traité, il va expliquer pourquoi les successeurs, par exemple, du royaume de Darius, conquis par Alexandre le Grand, ne se révoltent-ils pas après la mort de ce dernier. Alors, il fait vraiment de l'hystérocise, il fait vraiment de l'histoire une généalogie. En revenant sur les monarchies nouvelles, Nicolas Machiavel explique comment conquérir ces monarchies par ses propres armes et par ses talents, ainsi qu'on acquiert par les armes d'autrui et par fortune. Un vrai traité de manipulation pour de futurs dirigeants. L'art de convaincre, de conquérir par la force, le talent, la persuasion et la ruse. Machiavel s'inscrit déjà dans les politiques actuelles. Non, nous n'observons pas un anachronisme politique, mais une réalité d'un temps qui refait surface dans les méandres d'un futur incertain. Il se permet même de manier l'oxymore en parlant, par exemple, de monarchie civile dans un de ses chapitres. Machiavel ose et tord le cou à la moralité. Il s'impose donc comme un fin stratège en matière de philosophie politique. Il fait même dédicace à Laurent II de Médicis avec toute cette fougue. Même Spinoza, le fameux Baruch Spinoza, le philosophe hollandais, fut un disciple, bien sûr, a posteriori de Machiavel, parce que Spinoza, c'était le XVIIe siècle, qui a parlé d'éthique, qui a écrit l'éthique. Là, c'était une petite digression. Ce qu'il a fait la force du prince, contrairement aux écrits de ses prédécesseurs talentueux, et l'exceptionnelle cohérence de ce texte où tout est ordonné en vue d'une action efficace. Quel que soit le problème en discussion, Machiavel n'est jamais tenté par une pluralité des points de vue. Pour s'orienter, il a une boussole infaillible. L'évidence du bien commun, tel qu'il apparaît à un homme qui a longuement réfléchi sur l'histoire, longtemps pratiqué les affaires, et n'oublie jamais que le but premier est d'unifier l'Italie. Voilà, et comme je vous avais dit en début de vidéo, j'allais terminer par des... Donc j'ai fait une sélection de quelques citations ou maximes donc qui sont issues du Prince ou d'autres œuvres, par exemple sur Tite-Live ou d'autres œuvres. L'art de la guerre par exemple aussi. Alors il disait, il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre aux hommes, l'autre nous est commune avec les bêtes. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Ensuite, jamais les hommes ne font le bien que par nécessité. La soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Celui qui pense que chez les grands personnages, les nouveaux bénéfices ont oublié les vieilles injures, il s'abuse. Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions et nous dirigeons le reste. Rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. L'expérience prouve que jamais les peuples n'ont accru leur richesse et leur puissance, sauf sous un gouvernement libre. On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite jamais, on la retarde à son désavantage. Donc, d'où la faculté d'anticiper. On a pu voir ça, j'avais fait une vidéo sur l'art de la guerre de Sun Tzu. Vous pouvez voir, c'était il y a quelques temps. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Et pour finir, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Voilà. Voilà, je vous remercie m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Et je vous remercie encore de me suivre. Vous êtes très nombreux et vous pouvez mettre des j'aime, des commentaires, partager, activer les notifications ou vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait à cette chaîne philosophique. Voilà, pour la prochaine fois, ça sera une surprise. J'aime les surprises. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée ou une belle nuit, ça dépend des auditeurs qui m'écoutent, qui viennent soit d'Afrique. Voilà. Et une petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est à la même salle de sport que moi. Voilà, il se reconnaîtra. Merci, merci. Bisous, bisous. À bientôt. Au revoir. C'était Nicolas. Merci.